On se retrouve présentement sur le thème de l'intelligence du cœur. C'est en fait une personne qui m'a suggéré d'aborder ce sujet en me posant la question qu'est-ce que c'est l'intelligence du cœur? À quel moment sait-on qu'on est dans l'intelligence du cœur plutôt que l'intelligence du mental? Donc je vais essayer de pouvoir poser un peu quelques repères avec vous. Dans la perspective contemplative, déjà, l'intelligence, c'est quoi? C'est la sagesse, en fait. C'est un synonyme. C'est une clarté, une brillance, une qualité de la pleine présence. On pourrait, dans notre langage habituel, parler de savoir-être, mais qui ne passerait évidemment pas par le mental. Ça pourrait être la qualité de l'être, la qualité essentielle de l'être. Quand nous parlons du cœur, alors de quoi s'agit-il? Déjà, il ne s'agit pas de l'organe, il ne s'agit pas du cœur de l'organe, il ne s'agit pas du cardiaque. On pourrait dire du cœur qu'il s'agit de notre bonté. Notre bonté altruiste, bonté pour soi-même, bonté pour autrui. Qui peut, dans son expression, revêtir un caractère compassionnel. La compassion étant distinguée de la pitié, ça n'est pas la même chose. La compassion soutient activement, quand la pitié nous appauvrit et nous écrase, soi-même comme autrui. Le cœur, on parle aussi de cœur-esprit. Alors là, on complique un peu les choses au niveau du vocabulaire. Le cœur égale cœur-esprit. L'esprit de bonté, l'état d'esprit de bonté, l'état d'être pleinement bon, pleinement sain, ne se situe pas quelque part. Le cœur ne se situe pas quelque part. Cependant, il y a des portes d'entrée. Quand nous sommes plantés dans notre mental, que nous sommes éloignés de ce cœur, de ce fond qui est bon, il y a quelques portes d'entrée, il y en a plusieurs. Et celle dont on parle le plus souvent, c'est la porte au niveau de la poitrine. C'est une porte, c'est-à-dire que quand on pose notre attention au plus profond de cet endroit-là, physique,
on peut se rapprocher de cet essentiel. C'est une façon de cheminer, en tout cas, quand on n'a pas contact, quand on n'est pas pleinement, en fait, dans ce cœur. C'est-à-dire quand il y a encore cet observateur qui scrute, hein, et puis l'observateur, il est là, il scrute, et voilà, il peut scruter peut-être, voilà, des points dans le corps qui vont l'aider, en fait, à se relâcher. Alors, ceci étant, il y a aussi une porte là. On l'utilise beaucoup lorsqu'on est sur l'approche de ce qui perçoit, pour ceux qui connaissent. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, on peut plonger aussi simplement dans la poitrine, au cœur du cœur, de notre cœur sensible, puisque ici, à cet endroit, il y a souvent un point sensible. Voilà. Mais ce point sensible, c'est pareil, hein, il peut être un petit peu partout, ça dépend des personnes, mais généralement, on va souvent le trouver à cet endroit-là, donc au milieu de la poitrine. Le cœur-esprit a deux volets. Il a un niveau relatif et un niveau absolu. Au niveau relatif, lorsqu'on s'abandonne en lui, l'expression spontanée sera celle de la bonté et de l'altruisme, comme nous venons de le dire. D'avoir spontanément l'attitude juste pour soi-même comme pour autrui. Une attitude qui vient comme juste exprimer cette posture intérieure. C'est une attitude qui ne se calcule pas, qui est vraiment spontanée dans la relâche et dans le bon cœur. Et puis il y a le fond, le cœur-esprit fondamental, non duel, la qualité première. On pourrait dire le fond du fond, l'essence même du cœur-esprit. Entendu qu'il y a un fond et puis qu'ensuite il peut y avoir des jaillissements d'expression dans la vie quotidienne. Alors tout ça pour simplement déjà définir les termes que l'on utilise. Et maintenant on peut se poser la question, comment fait-on pour recontacter cet état d'être et à quel moment sommes-nous sûrs d'y être? Comment distinguons-nous l'état habituel, discursif et l'attitude du cœur de bonté? Cette attitude d'être se manifeste d'autant plus qu'on ne s'accroche plus au petit personnage que nous sommes. Cet état de bonté est un état d'amour, est un état d'empathie pure, non focalisé, ça c'est très important parce que les personnes empathiques souvent sont focalisées sur l'autre. Là c'est un état, c'est l'empathie elle-même on pourrait dire, hein, qui est donc tout ouvert, un état tout ouvert, soit compris,
ouvert à l'environnement, ouvert à son corps, ouvert à tout ce qui nous compose, à tout ce qui est autour de nous, à l'espace aussi, qui contient toutes ces expériences sensorielles. Donc d'une certaine façon, quand on y est, il n'y a pas de doute puisqu'il n'y a plus personne pour douter. Il n'y a pas de doute parce qu'il est clairement vécu l'harmonie. C'est l'harmonie qui se vit. Tant qu'il y a un doute, c'est qu'il y a un observateur, c'est qu'on n'y est pas à 100%. Alors, ceci étant, dans l'entraînement, voilà, de 0 à 100, il y a tout un cheminement. Et c'est bien aussi d'avoir la perspective progressive. Voilà. Alors, bon, dans le quotidien, généralement, qu'est-ce qui se passe? On va être à considérer notre état, notre situation actuelle. On va être à considérer ce que l'on a vécu, certaines situations. On va essayer d'échafauder des scénarios à venir. Et donc, on est le plus souvent perché dans notre mental, pris dans quelques craintes et dans des attentes. Là, nous ne sommes pas dans le cœur. Ici, nous sommes dans notre mental discursif, dans une polarisation. Voilà, donc il y a quelqu'un qui observe quelque chose qu'il voit comme autre et ça décortique beaucoup, ça juge beaucoup en bon, mauvais, agréable, désagréable. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Et le plus souvent, c'est pris aussi par des habitudes de pensée, d'émotions même, et de comportement, de réaction. C'est un peu notre prison. Entrer dans une posture contemplative, c'est déjà prendre conscience que nous sommes pris dans l'illusion de notre mental discursif qui a peur, clairement, qui a tendance à projeter ses peurs sur son environnement. Si je ne me sens pas bien, si j'ai peur, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, qui essaye de contrôler ses peurs à travers les situations, son environnement. Je vais essayer de faire ceci, je vais essayer de réussir à cela. Et en fait, dans tout ça, il y a beaucoup de tension, beaucoup. Il y a peu de satisfaction dans cet état. Quand nous sommes donc dans cette démarche, il y a une démarche contemplative, on va avoir des moments de pratique de méditation, on va avoir des moments de rappel, et c'est très intéressant petit à petit d'avoir cette clarté que là nous sommes perchés, clairement, que nous sommes donc coupés de ce qui se passe réellement, puisque là on est pris dans les prismes et dans nos habitudes de pensée et de comportement, etc., et de jugement. Et donc c'est ici de revenir au refuge. Refuge, c'est quoi? C'est se mettre en sécurité, se mettre en sécurité dans le rappel de la pratique de méditation. Entendu que par habitude on aura tendance à essayer de trouver la sécurité à travers la réflexion, ce qu'on n'arrive jamais. Et donc d'essayer de trouver cette sécurité ailleurs. Et donc on va utiliser cette porte du cœur. Et
moi, je pourrais vous inviter là maintenant, en fait, vous êtes là à m'entendre, peut-être vous essayez de comprendre au niveau du mental. Je vous invite à poser votre attention plus au niveau de la poitrine, de descendre d'un étage, de rentrer dans vos sensations corporelles, de revenir donc à la sensation, alors soit localisée au niveau du cœur, sensible, hein, au niveau de la poitrine, soit dans la sensation générale du corps, et de sentir comment c'est. Le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que déjà juste en faisant ça, on descend d'un étage, on se réincorpore et on se rend compte qu'il y a un état un peu de malaise. Il y a des tensions, il y a un état émotionnel qu'on n'avait pas perçu tellement on était pris dans le contenu de nos pensées. Là, on descend et on sent que c'est pas complètement ok, qu'il y a un état émotionnel perturbé, déséquilibré, et il peut y avoir effectivement la sensation de la peur, il peut y avoir des tristesses, des colères, tout un tas de choses, hein, de l'angoisse, etc. Et là, au lieu de remonter dans le mental en s'y disant mais pourquoi je sens ceci, cela, c'est pas normal, c'est désagréable, je vais essayer de trouver une solution ailleurs. L'invitation, c'est d'accepter de sentir ça, de ne pas fuir ça. Ça, c'est la réalité du moment. Et l'intelligence du cœur, c'est ça. C'est d'embrasser ce qui est vraiment, pas ce qu'on se raconte, mais d'embrasser la réalité du moment. Ça commence déjà par soi-même, en rentrant dans ces sensations, en accueillant que oui, ça peut être désagréable, oui, il peut y avoir des tensions de différentes sortes, et de développer une certaine tendresse vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que là, on accepte de voir qu'il y a de la souffrance en nous. Pas se détourner de ça, au contraire, de l'embrasser, de l'accueillir. Il y a quelque chose qui souffre en nous. Même si c'est très lointain, observez, sentez. Peut-être c'est très calme aussi, mais si c'est très calme, ça n'a pas besoin de remonter dans le mental. Donc si on était dans le mental, il y a forcément quelque chose d'une souffrance qui en fait est là. Et donc plutôt que de la fuir en partant dans le mental, reconnecter. Vous voyez, c'est comme un petit enfant qui souffre, et nous, on aurait pris l'habitude de se détourner systématiquement dès qu'il boude, dès qu'il est en colère ou triste, au lieu de le prendre dans nos bras, de l'écouter, de lui demander qu'est-ce qui se passe, ou de juste être là. On a pris l'habitude de lui tourner le dos. Donc l'intelligence du cœur, c'est là, l'urgence, la priorité, c'est de prendre soin de ce qui souffre. Déjà en moi. Et ça, c'est vraiment la priorité, il n'y en a pas d'autre. Et prendre soin de ce qui souffre, c'est pas de chercher tout de suite à tout prix un remède pour que ça s'arrête. C'est de le contempler, de le voir, d'accueillir. Il y a une part de nous, d'humanité, qui hurle en nous, qui crie en nous, qui a besoin de notre attention, de notre présence bienveillante. Ça n'a pas forcément besoin d'une action particulière, ça n'a pas forcément besoin d'une parole particulière. Ça n'a même pas forcément besoin d'être compris de manière intellectuelle. Donc juste sentir, accueillir, développer de la douceur. Et peut-être vous pouvez sentir là, à force de le contempler, de l'accueillir avec tendresse, il y a un déploiement de douceur qui peut petit à petit se faire à cet endroit-là de souffrance.
Et qu'est-ce qui se passe quand on développe de la douceur face à la souffrance? Mais la souffrance fond. La souffrance peut enfin se décharger. Avec des petits-enfants, ça peut pleurer. Pour les grands aussi. Hein. Et il y a quelque chose qui se soulage, qui se détend. Il y a une acceptation inconditionnelle. Et ça peut prendre du temps. C'est en pratiquant cela encore et encore, à chaque instant. C'est même plus chaque jour, hein, c'est chaque instant. Il va y avoir comme une intégration de cette attitude vis-à-vis de soi, qui ensuite va rayonner vis-à-vis de notre environnement. Parce que c'est naturellement altruiste. Il y a un moment où il y a de l'apaisement en soi, et où on va reconnaître chez l'autre la souffrance que l'on a reçue à un moment donné, qu'on a touché du doigt en nous. Et naturellement, on va avoir cette posture d'accueil inconditionnel envers l'autre. On va reconnaître que l'autre et nous sommes identiques face à cette sensibilité. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de doute. Il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose. C'est un élan du cœur. On se reconnaît chez l'autre. Il n'y a pas de doute. On n'est pas en train de considérer ce que l'autre vit dans la situation factuelle. On le comprend dans sa souffrance de fond. Parce qu'on la reconnaît chez nous. Et le mental ne sait pas faire ça, le mental discursif ne sait absolument pas faire ça. Le mental discursif, il a peur et il fuit. Il passe son temps à inventer des stratégies de fuite en réalité. Il fuit la sensibilité, il fuit notre humanité dans des considérations logiques. C'est intéressant la logique, hein, mettre des mots, comprendre de manière intellectuelle. Mais le problème vient que nous mettons la priorité là-dessus et nous nous coupons de notre humanité. Et ça nous fait encore plus souffrir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Encore plus souffrir. Cela signifie que nos émotions vont encore plus hurler et nous appeler à revenir, à reposer notre attention dans nos sensations. Donc l'intelligence du cœur, d'une certaine façon, résonne beaucoup avec l'intelligence des émotions. C'est un autre thème, on y viendra. Voilà, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues pour compléter cette présentation. Alors, l'intelligence du cœur et l'intelligence émotionnelle, oui, donc c'est comme on a dit, c'est que ça discute ensemble, peut-être effectivement, on peut aussi les distinguer en fait. C'est une question de présentation, d'une certaine façon c'est la même chose.
Et en même temps, on pourrait parler de l'intelligence des émotions dans une perspective plus détaillée en fait. Et c'est pour ça qu'on y viendra sur un autre sujet, parce qu'il y a bien des choses à dire sur ce thème-là. Mais l'intelligence émotionnelle repose sur l'intelligence du cœur. Ça, c'est certain, hein, c'est le fond. Universel, impersonnel. Alors après, c'est une question de scintillement des mots. Le fond est universel. Impersonnel, ça me donne l'impression qu'on ne serait pas concerné. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. On est tous concernés par ce fond. On est pétri. C'est notre essence. Donc c'est de l'universel qui prend forme dans du personnel, dans l'individu, dans des formes personnalisées, dans différents personnages. On a tous ce cœur sensible, on a tous ce fond. En ce sens, il n'appartient à personne. Mais ce fond a cette intelligence de pouvoir s'exprimer de plein de façons différentes, à travers plein de personnages différents. Alors ça peut être des personnages, mais les personnages ont beaucoup de formes. La nature pourrait être un personnage, d'une certaine façon. Le personnage, c'est parce que voilà, on est aussi en train de discuter à un niveau relatif et que sur le plan relatif, on perçoit surtout les objets, les sujets, les objets. Donc, du point de vue de l'ego, ça va être personnel en fait. Chacun. Universel, on pourrait dire aussi omniprésent. C'est partout. Écoutez, ce que je vous propose pour terminer, ce serait un temps justement d'écoute profonde, un temps d'écoute dans notre état sensoriel. Dans une attitude de tendresse, de bonté envers toute l'expérience qui n'a de cesse d'émerger et de se dissoudre.
Merci d'avoir partagé. Et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.